Au programme d'aujourd'hui, la réglementation encadrant la culture et la commercialisation des OGM. Quelle est la législation en France et à travers le monde? Qu'est-ce qui change selon les différents pays? Que dit cette législation? Qui décide de cette législation et qui la met en œuvre? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode. Mais avant de répondre à toutes ces questions, en guise d'introduction, revenons un petit moment sur le cas des États-Unis, les leaders mondiaux et hors compétition pour tout ce qui a trait aux OGM. Les États-Unis, c'est là où ont été créés les premiers OGM, là où les premières commercialisations d'OGM ont eu lieu, là où se trouvent les plus grandes compagnies semencières, et c'est là où 40% des surfaces mondiales d'OGM sont cultivées, ce qui en fait, et de loin, le plus gros producteur au monde d'OGM. Pour avoir un ordre d'idée un peu plus précis, notez bien que là-bas, 93% du soja produit et 84% du maïs produit sont transgéniques. Autrement dit, pour ces deux variétés, les cultures transgéniques ont quasiment remplacé les cultures traditionnelles. Bref, on voit bien qu'il y a une position totalement différente vis-à-vis des OGM entre l'Europe et les États-Unis. En effet, si les États-Unis sont à la pointe en ce qui concerne la culture d'OGM, l'Europe en est à la marge. L'Union européenne, c'est 143 000 hectares cultivés en 2014, soit moins de 0,1% des cultures mondiales d'OGM. C'est aussi moins de 0,1% de l'ensemble des surfaces agricoles européennes. C'est une seule variété d'OGM cultivée, le Mont 810, et cette variété est cultivée dans seulement 5 pays dans l'ensemble du continent. Enfin, l'Europe, c'est surtout une grande majorité de pays à ne pas cultiver d'OGM. Alors pourquoi une si grande différence? Pourquoi les OGM sont aussi présents aux États-Unis et le sont si peu en Europe? Eh bien tout simplement parce que la législation sur les deux territoires n'est pas la même et que l'autorisation à la commercialisation et à la mise en culture ne dépend pas des mêmes instances. Oui, parce que pour qu'un OGM soit homologué, pour que la mise sur le marché ou la mise en culture soit autorisée, il faut avant tout qu'il soit jugé inoffensif. Il faut qu'il ne fasse suivre aucun risque pour la santé et pour l'environnement. Aux États-Unis, 3 agences sont impliquées dans le processus d'autorisation d'une variété d'OGM. Il y a l'USDA, qui évalue les risques relatifs à la mise en culture des PGM en étudiant notamment le danger pour la biodiversité. L'EPA, qui évalue les risques relatifs aux pesticides, et la FDA, qui évalue les risques des OGM pour la santé humaine. Au sein de l'Union européenne, ces 3 agences n'interviennent en rien dans la décision d'autoriser un OGM. Non, en Europe, juger si un OGM est dangereux ou non, c'est le boulot de l'EFSA. C'est cette agence qui autorise ou non la commercialisation et la mise en culture des PGM à l'échelle de l'Union européenne. Alors oui, vous allez me dire, pourquoi c'est autorisé dans certains pays d'Europe et interdit dans d'autres, alors que la réglementation au niveau européen est censée être la même? Bonne question. Pour comprendre ça, il faut entrer dans la cuisine de la réglementation française et européenne sur les OGM. Du coup, reprenons tout ça depuis le début. L'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, se charge d'évaluer les risques de chaque variété d'OGM destinée à la culture ou à la commercialisation sur le territoire européen. Une fois l'évaluation réalisée, elle donne un avis sur la dangerosité de l'OGM en question, soit dangereux, soit inoffensif. Sur la base de cet avis, le Conseil européen en premier lieu et la Commission européenne en second lieu si le Conseil européen n'arrive pas à une majorité qualifiée, vont voter pour ou contre la mise en culture et la commercialisation de l'OGM. Si c'est contre, la culture et ou la commercialisation est interdite dans tous les pays membres de l'Union européenne. Si c'est pour, elle est autorisée dans tous les pays membres de l'Union européenne. L'autorisation est valable 10 ans et elle est renouvelable à l'issue de ces 10 ans. Mais comme on l'a vu, à l'échelle européenne, on ne cultive des plantes transgéniques que dans 5 pays. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont présents dans certains pays et pas dans d'autres, alors que les États de l'Union européenne sont soumis à une législation commune? Eh bien tout simplement parce qu'en plus de la législation européenne, la législation des États eux-mêmes entre aussi en jeu. Par exemple, si l'OGM est accepté par l'EFSA et par Bruxelles, il est de facto autorisé à la culture dans tous les pays membres de l'Union européenne. Mais si malgré tout, pour une raison ou pour une autre, un État ne veut pas d'une espèce d'OGM sur son territoire, il lui reste un recours, il peut mobiliser ce qu'on appelle une clause de sauvegarde qui lui permet d'interdire toute culture de cette espèce transgénique, et ce, malgré son autorisation à l'échelle européenne. Pour pouvoir mettre en place cette clause de sauvegarde, les pays devaient jusqu'en 2015 justifier de motifs environnementaux ou sanitaires, ce qui permettait de mettre en place un moratoire sur une variété donnée. Mais depuis une nouvelle directive européenne de janvier 2015 sur le processus d'autorisation des OGM, plus besoin nécessairement d'arguments scientifiques basés sur des risques potentiels. Les raisons socio-économiques sont désormais acceptées et sont prises en compte. Que ce soit pour des raisons écologiques, économiques, de santé publique, pour des motifs de politique agricole ou d'aménagement du territoire, l'État garde la possibilité d'interdire l'OGM sur son territoire. Voilà pourquoi seulement 5 pays en Europe cultivent des OGM.
Les autres pays s'y sont tout simplement opposés malgré l'autorisation de l'Europe. Voilà donc la situation actuelle en Europe et en France. Actuellement, une seule variété d'OGM est autorisée à la culture au niveau européen. C'est le maïs Mon 810 de Monsanto qui produit son propre insecticide. Mais bien que cette variété soit autorisée par Bruxelles, elle est interdite à la culture en France. Une seule variété donc. C'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Dans le passé, de nombreuses variétés d'OGM ont été cultivées en France et en Europe, mais ne le sont plus aujourd'hui. On peut citer le maïs BT 176, cultivé de 97 à 2007, le T25 de Bayer de 98 à 2013, ou la pomme de terre Amflora de BASF de 2010 à 2012. La culture des OGM en France et en Europe est donc sur une pente descendante. Mais en fait, si aujourd'hui toutes ces espèces ne sont plus autorisées à la culture à l'échelle de l'Union européenne, c'est pas parce que l'EFSA a changé d'avis sur leur dangerosité, mais avant toute autre chose, c'est parce que les compagnies semencières se sont retirées d'elles-mêmes du marché européen. Et ce, parce qu'en Europe, les OGM n'ont pas vraiment la cote. Pas du tout la cote même. En fait, étant donné que la grande majorité de la population européenne est hostile aux OGM, les compagnies ne demandent pas le renouvellement de l'autorisation de leurs semences qui doit se faire tous les 10 ans, et ils se retrouvent alors exclus du marché européen. Aucun OGM n'est cultivé sur le territoire français donc. Ça, on l'aura compris. Mais est-ce que ça veut dire qu'aucun OGM ne circule en France aujourd'hui ? Eh bien, pas du tout. Si les OGM sont interdits à la culture, ils ne sont pas pour autant interdits à l'importation et à la consommation. Et pour cause, en France et dans l'Union européenne, 77 PGM sont autorisés à l'importation et à la consommation humaine et animale. 77 autorisés à l'importation et à la consommation, contre un seul autorisé à la culture. En France, on importe notamment plus de 2 millions de tonnes de soja transgénique par an. Ce soja est principalement destiné à nourrir les animaux d'élevage, mais une très petite partie se retrouve quand même dans nos aliments, et notamment sous forme d'additifs alimentaires. Ils sont alors signalés sur l'étiquetage, mais seulement si le produit contient plus de 0,9% d'OGM. Greenpeace estime qu'il y a environ une trentaine d'aliments qui se retrouvent dans ce cas. Donc, très peu. A noter aussi que pour les animaux nourris avec des graines OGM et destinés à la consommation humaine, aucune loi n'impose de le préciser sur l'étiquetage. Il n'y a donc pas moyen de savoir si les animaux que nous mangeons ont été nourris avec des OGM ou non. Ça y est, nous y voilà. On a fini la première partie dédiée à la présentation générale des OGM. Histoire, fonctionnement, application, état des lieux, on a maintenant toutes les clés pour pouvoir comprendre le débat sur les OGM. Laissons donc de côté neutralité ou autre objectivité. Maintenant, on entre sur le ring du débat pro-OGM, anti-OGM. Argument contre argument, la suite risque d'être un peu plus mouvementée. Pour assister à ce combat d'anthologie, rendez-vous dans les prochains épisodes.